Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Il m'appartient d'introduire donc cette deuxième session intitulée Les dynamiques culturelles. Je vais essayer de camper le décor de manière assez simple et nous aurons deux interventions thématiques, une par Blanche Plaquevent qui est ici présente, qui a fait sa thèse sur l'invention de la révolution sexuelle entre 47 et 70 à Bristol il y a quelques années, et puis Pierre-Emmanuel Guigaud qui est maître de conférence à Créteil, qui est un historien de la communication. Je reparlerai de leurs interventions. Donc, pour camper le décor des dynamiques culturelles, que j'étendrai aux dynamiques sociétales afin de compléter les autres sessions de la journée, je vous propose trois marqueurs, si j'ai bien compris. Alors, pardon, j'appuie trop fort. Voilà, trois marqueurs de cette année 74. Une chanson, Les Divorcés, de Michel Delpech, qui est classée en tête des singles et qui dénonce la loi qui ne permet pas le divorce par consentement mutuel. Les Valseuses, de Bertrand Blier, avec Gérard Depardieu, Patrick Devers, qui cherche à provoquer, en montrant une révolution sexuelle en cours. Alors avec le recul aujourd'hui, on sait que le film montre aussi que cette révolution n'est guère respectueuse des femmes. Et puis le premier volume de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, qui est publié en français. Alors je pense qu'il faudrait projeter derrière moi le diaporama, sinon je ne vois pas tellement l'intérêt. Thierry, non ? Ah, il est sur les... D'accord, très bien. Parce que je vois les gens devant moi un peu inquiets. Je vous disais, l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, qui, donc, le premier volume est publié en français et qui va amorcer un véritable tournant. C'est la démarxisation des intellectuels de gauche qui vont se reconvertir dans l'antitotalitarisme. Donc, trois marqueurs qui sont nécessairement subjectifs, mais qui révèlent une société française complexe, partagée entre conservatisme encore, esprit de 68 qui continue de souffler, et puis la fin de l'utopie révolutionnaire. Alors, vous le savez, les années 68, c'est une expression maintenant qui est acquise depuis le livre de Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy et Michel Zancarini-Fournel. Ces années 68, elles sont définies comme le temps de la contestation et on les fait commencer en amont, bien sûr, de mai 68, et on les fait s'achever avec l'alternance de 80. Or, cette année 74, avec sa campagne présidentielle au printemps, est un bon relevé sismique, je dirais, des dynamiques culturelles qui sont à l'œuvre. Les deux candidats du second tour, et c'est pour ça que je vous ai mis ces deux affiches, essayent évidemment de répondre aux aspirations. On sait que Valéry Giscard d'Estaing choisit de faire poser sa fille sur cette photographie. Et petit clin d'œil à la Fondation qui a remis en première place cette série d'affiches très colorées, où vous voyez là sur celle-ci la jeunesse. Bon, ces affiches qui en fait sont restées plus petites et pas finalement n'ont pas fait la grande campagne, mais qui quand même ont reçu l'accord de François Mitterrand. Donc juste pour vous dire que bien évidemment les candidats sont obligés de s'adapter à cet esprit de 68 qui continue de souffler au mi-temps des années 70 et qui sont bien conscients que certaines aspirations n'ont toujours pas trouvé de réponse. Alors cet esprit de 68, il dénonce ce qu'on appelle, ce qu'appelait Althusser les appareils idéologiques d'État, soit la famille, l'Église, l'école. Et alors que le gauchisme perpétue un discours ouvriériste, où seul le prolétariat en marche peut finalement donner la voix, le centre de gravité se déplace. L'exploitation capitaliste, désormais, ne doit plus être séparée d'autres formes d'exploitation qu'il sécrète, et on voit qu'il y a d'autres champs des libérations possibles qui s'ouvrent. Du coup, à côté des mobilisations ouvrières dans les entreprises qui ont été évoquées et qu'on verra plus à fond cet après-midi, il y a d'autres mouvements sociaux, lycéens, étudiants, féministes, homosexuels, écologistes, je n'en parlerai pas, qualifiés par Alain Touraine de nouveaux mouvements sociaux, qui entretiennent un climat d'agitation permanente et qui font émerger des cultures politiques nouvelles, culture des minorités, culture de la marge, qui s'expriment parfois avec force.
Donc les hommes politiques, les partis politiques sont interpellés sur deux questions en particulier qui feront l'objet donc des deux interventions thématiques. Nous sommes en pleine seconde vague féministe et Blanche Plaquevent donc, va parler de la révolution sexuelle en 74. Et puis, il y a aussi la libéralisation jugée très nécessaire de l'information. On se souvient de la conférence de presse de Georges Pompidou, hein, le 21 septembre 72, la télévision, c'est la voix de la France. Donc Emmanuel Guigaud interviendra sur justement la libéralisation de l'audiovisuel et l'éclatement de l'ORTF. Donc ma question sera simple, 74 est-elle une année charnière, alors pas grinçante, hein, une année charnière, des années 68? Ça sera mon fil rouge et je vais y répondre avec un plan très très simple. Je vais partir des trois nouveaux acteurs sociaux. Par ordre d'ancienneté, je commencerai par les jeunes, puis les féministes et un petit mot quand même sur les homosexuels pour montrer finalement comment hein, ils obligent les politiques à proposer des réformes. Et puis je dirai un petit mot de ces réformes. Bon, on verra que certaines ne sont pas prises en 74, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, face à l'ordre établi, les jeunes sont-ils toujours en révolte? Le général de Gaulle a cédé le pouvoir en 69, il est décédé en 70. Son successeur, Georges Pompidou, bien sûr, a un goût pour l'art moderne, symbolisé par le centre Beaubourg, mais je vous rappelle que le centre Beaubourg, de toute façon, il n'est inauguré qu'en 77. Et aux yeux des détracteurs du pompidolisme, il incarne en fait une nouvelle forme de conservatisme. On reproche beaucoup à Georges Pompidou de ne pas avoir laissé souffler le vent de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, qui répondait le 16 septembre 69, je signe Christine ici présente, qui répondait à une société dont l'horizon d'attente était le changement. Donc le sentiment, c'est que cet appel de Jacques Chaban-Delmas à la jeunesse, à la modernisation des relations sociales, à la libéralisation de l'information, eh bien, a été finalement étouffé. Je voudrais rappeler aussi, c'est pour ça que c'est la deuxième image que j'ai mise sur mon diaporama, Raymond Marcellin n'est pas encore parti. Hein, on parle de moment Marcellin entre le 31 mai 68 et le 1er mars 74. Il est resté, il a une longévité incroyable hein, au ministère de l'Intérieur et ça se traduit par une certaine forme d'obsession de l'ordre, on va dire, une hantise du désordre et ça provoque bien sûr la réaction des jeunes. Le film que je vous propose, Claude Chabrol, c'est juste pour vous dire que ce cinéaste de la nouvelle vague est vraiment celui qui ne cesse de critiquer ce qu'il appelle lui-même hein, le pompidolisme à travers le fait divers bourgeois. Et après Les Noces Rouges, l'année 73, eh bien, il sort Nada en 74. C'est un film où il imagine une stratégie de la tension à la française, mise en œuvre par l'extrême droite qui serait de connivence avec les services secrets. Donc ça, c'était pour vous planter le décor. Depuis les années 60, on le sait, la génération du baby-boom se reconnaît dans une culture qu'on dit jeune, qui devient une culture de masse. Et depuis l'article de 63, hein, dans Le Monde, Salut les copains de Edgar Morin, on sait bien que les médias ont un rôle à jouer dans la constitution de cette culture. Les transistors, les tourne-disques, les magazines, les émissions de télévision, bientôt, vont devenir les vecteurs de cette culture jeune. En fait, la question ce qui se pose, c'est que cette culture jeune est-elle réellement encore une contre-culture? Donc vous avez là des magazines Salut les copains, Mademoiselle Âge tendre, Rock and Folk, qui finissent petit à petit à présenter quelque chose d'assez uniformisé, en particulier... donc pour anticiper sur ce que va dire Blanche, Mademoiselle Âge tendre, somme toute, continue à perpétuer des stéréotypes de genre extrêmement forts. Hein. Sexuation des professions, la jeune fille doit être une sylphide, elle est dans l'attente du prince charmant. Bref, ça n'a rien de très révolutionnaire. Et la mode hippie, hein, qui tend à gommer les différences de genre, qui tend à gommer la différence entre le masculin et le féminin, avec les fameux cheveux longs et le jean, ben c'est pareil, au milieu des années 70, il est beaucoup moins transgressif qu'avant. Antoine avait été menacé en Corse en 66, hein, avec sa fameuse chanson sur les cheveux longs. Et bien Johnny, maintenant, lui aussi, il porte les cheveux longs. Donc, il y a une banalisation qui touchera de la même manière à partir de 76 le disco. Hein. Le disco était une
une contre-culture des minorités ethniques aux États-Unis. La déferlante ensuite montre que ces contre-cultures jeunes finissent par devenir mainstream hein, au cours des années 70. Bon, quoi qu'il en soit, derrière cette apparente uniformisation, il y a quand même toujours une agitation dans les lycées et à l'université. D'abord parce que l'école n'est plus finalement le lieu de la promotion sociale. Alors il y a eu Les héritiers de Bourdieu et Passeron, hein, publiés 10 ans plus tôt, en 64. Baudelot et Robert Establé, excusez-moi, ont publié en 71 L'école capitaliste en France. Et donc désormais, on fait le constat, selon le terme alors postérieur d'Antoine Pro, d'une démocratisation ségrégative hein, de l'école. Donc c'est un constat assez amer et il sert de toile de fond aux contestations des jeunes. D'une part, la loi Edgar Faure de 69 qui a institué l'autonomie et la participation au sein des universités ne passe pas de manière si simple. Et au lycée, en dépit d'un certain nombre de changements, on ne se lève plus quand le professeur entre en classe, il n'y a plus de blouse, etc. Eh bien, il y a encore beaucoup d'agitation. Le centre, évidemment, de l'agitation, celui qui donne le là, c'est l'université de Vincennes, d'où la photo que je vous ai mise avec Foucault, entre autres, hein, qui critique cette école capitaliste. Et puis, il y a la loi Debré, sur laquelle je ne m'étendrai pas, puisque Maxime en parlera peut-être cet après-midi, hein, qui supprime les sursis. Donc, tout ça fait qu'il y a un climat d'agitation permanente. Quant aux étudiants hostiles au mouvement gauchiste, les FAF, hein, comme on les appelle, de médecine et de droit, eh bien, ils s'interpellent avec ceux de plus à gauche, hein, où ils commettent quelques échauffourées. Bref, c'est un climat d'agitation permanente et 74 n'échappe pas à la règle. Donc vous avez des défilés, des rassemblements qui ont souvent une dimension carnavalesque, mais comme je vous le disais, c'est le moment Marcellin, donc il y a aussi un engagement des forces de l'ordre et ça peut parfois mal tourner. Donc, lors de la campagne présidentielle, il est évident que les candidats doivent répondre hein, à cette jeunesse un peu essentialisée et Valéry Giscard d'Estaing, une fois élu, vous le savez, fait passer la loi du 7 juillet 74 afin d'abaisser l'âge de la majorité électorale et civile. On espère ainsi aussi amener les jeunes à participer à la vie démocratique. En fait, les résultats immédiats ne sont pas ceux qu'on pouvait espérer. Hein. Aux législatives de 78, il n'y a pas encore beaucoup de jeunes qui finalement s'inscrivent à temps sur les listes électorales, etc. C'est un peu une déception. Mon deuxième point, alors pardon, du coup, je vous avais sauté ça, mais Maxime vous en reparlera. Mon deuxième point, c'est donc la seconde vague féministe hein, qui dénonce un système qui est sécrété par le capitalisme et par le conservatisme, hein, le patriarcat. Depuis les années 60, hein, avant même l'année 74, beaucoup de publications, d'émissions de radio et puis même à la télévision. Je vous ai mis la première de cette émission de Compagnie, hein, Aujourd'hui Madame, en mai 70. On peut penser aussi à Allo Méni, hein, animé le soir sur RTL. Toutes ces émissions, donc, essayent de s'intéresser à la condition dite féminine. Vous avez aussi des journaux, hein, Elle et Marie-Claire, qui de même essayent de s'intéresser aux problèmes féminins. Mais, comme l'ont montré Claire Blandin, Sandrine Levesque et Bibia Pavard, elles respectent quand même l'ordre sexuel et social, et puis Marie-Claire fait preuve de ce qu'elles appellent un féminisme progressivement domestiqué. En 74 également, on a un petit peu de neuf de ce côté-là, du côté du milieu théâtral. Hein. Sylvia Montfort crée le théâtre Nouveau Carré, qui porte aujourd'hui son nom, et Ariane Mouchkine sort un documentaire, 1789, hein, qui est le montage des représentations du Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes, mais on ne peut pas dire que ni dans le monde du théâtre, ni même dans le monde du cinéma, bien évidemment, les femmes soient réellement à égalité avec les hommes. La nouvelle vague ne change rien à la place de la muse objet du désir et aux abus, d'ailleurs,
en ce moment, il y a pas mal de choses qui ressortent. Et en 73, l'association Musidora a été créée pour mettre en avant les femmes réalisatrices. Et 74 est justement l'année du premier festival des films de femmes. Mais je pense que tout le monde comprend qu'on est très loin du compte à cette date. Alors, comme l'ont montré Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon et Fanny Gallo, la libération du corps des femmes n'a pas vraiment été prise en compte par le mouvement de mai 68. Et donc, pour les féministes, il est donc temps d'en faire un combat à part entière. Alors, on connaît, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, l'acte de naissance du MLF, le 26 août 70, avec la gerbe dédiée à la femme inconnue du soldat inconnu, et puis ce panneau, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Les groupuscules féministes connaissent les phénomènes habituels d'exclusion, de scission, mais enfin, il y a quand même un journal qui montre un bel unionisme, c'est le Torchon Brûle, premier journal menstruel. L'essentiel, à l'époque, c'est vraiment la visibilisation des femmes et, si possible, la transformation en profondeur des mentalités. Il n'y a pas que le MLF, je vous le rappelle, il y avait déjà le planning familial, il y a aussi Choisir, qui a été créé en 71 par Gisèle Halimi, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception en 73. Bref, les choses bougent c'est dans ce contexte que, je rappelle également, a été signé le manifeste des 343 Françaises qui reconnaissent avoir avorté, la grande manifestation du 20 novembre 71 et le procès de Bobigny de Marie-Claire en 72. En 74, à la veille des élections, il est évident qu'il y a une remise en cause très profonde du modèle familial traditionnel. Mariage piège à con, n'est-ce pas, avec en filigrane mon corps est à moi. En fait, derrière, c'est le refus du viol conjugal. Alors, avant la lettre, on ne parle pas de ça à l'époque, et voire même la remise en cause de la maternité. 74, pardon, je suis pas très douée, voilà, c'est la publication du premier roman d'Annie Ernaux, Les Armoires vides. Chez Gallimard. Elle continue d'ailleurs à ce moment-là à nourrir son journal intime qui va donner naissance à La Femme gelée de 81, qui est assez raide sur le mariage et sur ce que ça implique. Et puis 74, c'est aussi Bretéché qui publie, alors pas encore en album, des cellulites qui dénoncent elle aussi les stéréotypes de genre, mais qui se moquent aussi des féministes, soyons clairs. Et la photographie que je vous ai mis en dessous, c'est juste pour vous montrer que cette même année 74, vous avez là tous les organisateurs du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, et je crois que ça se passe de commentaires. Il s'agit donc pour ces militantes, de lutter contre ce qu'elles appellent la fabrique des filles, d'autant qu'au même moment, il y a une révolution silencieuse. Je reprends le concept de Christian Baudelot et Roger Establé. Il y a une révolution silencieuse de la spectaculaire progression de la scolarité des filles. En 71, le nombre de bachelières, avec 78 705 filles bachelières, dépasse celui des bacheliers, qui ne sont qu'au nombre de 65 024. Pour autant, stéréotypes et préjugés de genre sont toujours omniprésents dans l'orientation des filles, et il y a un véritable plafond de verre qui stoppe finalement l'avancement scolaire, universitaire et professionnel des femmes. Alors je rappellerai qu'une petite chose, puisqu'on est entre historiens contemporanistes, les enseigneurs-chercheurs femmes sont encore très largement minoritaires, d'ailleurs il n'y a toujours pas la parité au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas Christine, y compris dans les sciences humaines, et juste une petite Madeleine, c'est à ce moment-là que 4 professeurs femmes contemporanistes sont nommés pour la première fois, élus plutôt, Rolande Trempé, Madeleine Réberiou, Annie Krigel et Michel Perrault. Marion, un petit clin d'œil pour toi. L'enjeu principal de la campagne présidentielle, vous le savez très bien, ça va être plutôt l'avortement, mais il y a quand même en arrière-plan la condition féminine. Alors je rappellerai juste que le seul parti qui est vraiment pris position très clairement, c'est le Parti socialiste unitaire, le PSU. Michel Rocard témoigne au procès de Marie-Claire, il est appelé à la barre par Gisèle Halimi, dont je vous parlais tout à l'heure en 72. Et évidemment, aiguillonné par son aile gauche, le
Parti socialiste et le candidat Mitterrand finissent quand même par prendre position. Donc Mitterrand défend la liberté de l'avortement jusqu'à la 12e semaine de grossesse, pratiquée dans un établissement public agréé et remboursé par la sécurité sociale. Pendant la campagne, Valéry Giscard d'Estaing est plus flou, hein, mais une fois élu, avec le gouvernement Chirac, vous le savez très bien, d'une part, Françoise Giroud devient secrétaire d'État à la condition féminine et Simone Veil, ministre de la Santé, est alors chargée de la loi dépénalisant l'avortement avant la fin de la 10e semaine de grossesse. L'année 74, donc, il y a 2 navettes parlementaires, des débats extrêmement houleux. On se souvient que Simone Veil est vraiment fait l'objet d'une haine très importante, hein, et la loi est finalement adoptée, grâce aux voix, je suis fatiguée, excusez-moi, de la gauche. D'ailleurs, Bernard, ici présent, a fait un article rappelant à quel point des fois il y avait des frontières qui n'étaient pas évidentes sur ce genre de sujet, sur les lois de l'amour. Mais la loi n'est votée que pour 5 ans et finalement c'est pas fini. C'est-à-dire que je rappelle qu'en novembre 79, il y a à nouveau un débat très très violent autour de l'avortement. Je ne vais pas approfondir ce sujet et je vais passer à mon 3e temps avec un clin d'œil à Judith Butler. Donc, en 74, où en est-on sur le plan de l'homosexualité? Eh bien, c'est encore un acte impudique ou contre nature, hein, ça c'est l'ordonnance d'Alger du 8 février 45, un fléau social, grâce ou à cause de l'amendement Mirguet de 1960, et c'est toujours une maladie mentale. Donc les homosexuels sont invisibilisés, condamnés à une culture du placard, hein, je vous renvoie au travail d'Antoine Didier, dont je vous ai mis la couverture, et cette culture du placard est dénoncée en 72 par une chanson qui a un beau succès, comme ils disent, de Charles Aznavour, dont je vous ai mis le single. Donc les homosexuels finalement, ont quoi? Soit le mouvement homophile de France, hein, de André Baudry, avec sa revue Arcadie, mais qui évite toute forme de provocation, hein, une revue qui tire quand même à 30 000 exemplaires cette année-là. Je rappelle que la première marche des fiertés, certes, elle a eu lieu aux États-Unis, mais qu'elle n'aura lieu en France qu'en juin 78. Donc l'acte mythique fondateur du mouvement homosexuel, c'est lorsque le commando Saucisson débarque à Salle-Pleyel dans l'émission de Ménie Grégoire, hein, et donc interrompt l'émission. L'émission était consacrée à l'homosexualité, je cite, ce douloureux problème. Donc le phare, hein, le Front homosexuel d'action révolutionnaire et le MLF, enfin des personnalités de ces 2 mouvements, débarquent et ils considèrent depuis que c'est un peu l'acte fondateur de leur mouvement. Le phare se saborde en 73 et c'est le groupe de libération homosexuelle qu'étudie Mathias Kéré, non pardon, je ne vous ai pas mis la couverture, qui prend le relais donc à partir de 74 et jusqu'en 78. Plusieurs groupes lesbiens sont également créés, hein. Monique Wittig publie Le corps lesbien en 73, donc l'année précédente. Voilà. Alors, il y a un mémoire qui a obtenu ici le prix de la Fondation Jean Jaurès, hein, qui s'intéresse à la gauche et à la question homosexuelle, qui montre bien que le Parti communiste français est extrêmement en retard sur la prise en compte de cette question. Notamment en janvier 72, Duclos, apostrophé par un membre du phare, les traite de gens du troisième sexe, hein, avec beaucoup de violence. En revanche, le PS, lui, depuis mars 73, a accepté d'avoir un dialogue avec Arcadie, qui a envoyé un questionnaire à tous les députés et forces politiques des législatives de 73. Et donc, on sent une petite réflexion, quelque chose qui se met en place. On le voit même dans l'Unité, le journal organique des mitterrandistes, hein, et Marie-Louise Taillefer, par exemple, hein, va signer plusieurs articles où elle dénonce la marginalisation forcée des homosexuels et où elle dénonce aussi le silence qu'elle trouve assourdissant du programme commun sur la question homosexuelle. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing est élu, rien ne se passe, hein, sur cette question. Et donc, je vous ai mis
un journal, enfin c'est connu, hein, c'est l'Express en janvier 75 qui publie un sondage sous le titre «L'homosexualité est-elle un fléau social?» et les réponses montrent que la tolérance des sondés progresse un peu, mais aussi lentement finalement que leur information. C'est en fait en 75 qu'il va se passer quelque chose parce que André Baudry, donc de Arcadie, participe au dossier de l'écran et l'audience de l'émission est spectaculaire, hein, 19 millions de téléspectateurs, donc les Français s'informent, voilà, il y a un petit progrès. Dans l'entre-deux tours de la présidentielle, Mitterrand s'était engagé à proclamer une charte des libertés, donc le PC a sa charte des libertés de son côté, mais le mot homosexualité n'est pas prononcé dans le texte qui est écrit en 75, il y a juste l'idée de protéger l'épanouissement sexuel des hommes et des femmes, sans plus. En revanche, dans la Charte des libertés, donc, qui est le fruit d'une réflexion qui est coordonnée par Robert Badinter, et vous voyez que c'est lui qui va publier Liberté au singulier, Liberté au pluriel, en 76. Là, il y a écrit en toutes lettres que l'homosexualité est un comportement sexuel comme les autres et qu'elle est l'une des expressions de la liberté fondamentale du corps. On le sait, la dépénalisation de l'homosexualité, ça sera après la victoire de mai 81 avec la loi Fournier. Donc, en conclusion, je dirais que on sait bien que les années 73-75, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est l'entrée dans une crise économique longue, mais c'est aussi une crise des mythes, une crise des mythes qui se dévoile petit à petit, fin de l'utopie révolutionnaire, fin du marxisme, fin de l'idéal de démocratisation culturelle par l'école, début d'une crise, encore une, de la masculinité, d'une société hétéronormée. Les présidentielles de 74 contraignent les partis politiques à se positionner sur un certain nombre de ces enjeux et à plus ou moins long terme à impulser des réformes qui répondent aux mutations culturelles en cours. De sorte que je conclurai que finalement 74 c'est bel et bien une charnière pour le sujet que vous m'avez demandé de traiter dans les années 68. Alors, on va enlever mon PowerPoint et on commence par Blanche Plaquevent. Ok, donc je vais donner la parole à Blanche Plaquevent, je vous le disais, qui a soutenu sa thèse sur l'insertion de la révolution, sur l'invention, de la révolution sexuelle entre 45 et 70. Et vous êtes actuellement en post-doctorat à l'INED, c'est bien ça. Voilà, et je vous cède bien volontiers la parole. Donc j'éteins mon nom. Comment ça se passe? Je fais. Parfait. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette introduction. J'espère qu'il n'y aura pas trop de redites avec ce que je vais dire. Et je voudrais vraiment remercier les personnes qui m'ont conviée à cette journée d'études, notamment Maxime Launay et Thierry Mérel. Ça me fait très plaisir d'être là. Donc je suis là pour parler plus spécifiquement donc de la question de la sexualité autour de l'année 1974 en tant que spécialiste de l'histoire du genre et des sexualités en France après 1945 et plutôt d'ailleurs avant les années 70, mais c'est aussi ce dont je vais parler aujourd'hui. Et donc en tant que historienne de ce qu'on appelle communément la révolution sexuelle, donc un terme qui est très fréquemment utilisé à la fois dans les milieux, dans la vie de tous les jours et par les universitaires, mais aussi un terme qui est très contesté et très débattu, autant dans les milieux académiques que médiatiques et politiques. Notamment autour de différentes interrogations. Est-ce qu'il y a vraiment eu une révolution sexuelle? Est-ce qu'elle a vraiment été une libération? Quelle a été la place des femmes dans cette révolution sexuelle, etc. Donc l'idée que la seconde moitié du XXe siècle, et particulièrement les années 60-70, aurait été marquée par une révolution sexuelle n'a finalement rien d'une évidence. Dans ces débats sur la révolution sexuelle, la question de sa chronologie est une question importante et discutée. Quand situer les transformations de la sexualité? Et cette question, c'est une question qui peut nous intéresser particulièrement aujourd'hui, où on réfléchit à l'année 1974. Et donc, j'aimerais, dans cette intervention, essayer d'interroger la place de 74 dans ce processus de révolution sexuelle. Donc, j'insisterai d'abord sur les changements, notamment législatifs, qui font de 74 une année charnière, même si on a déjà un petit peu parlé. Et ensuite, je questionnerai un peu cette chronologie en évoquant les débats historiographiques sur la chronologie de la révolution sexuelle, et ensuite en questionnant le focus législatif et culturel qui va avec un focus sur 1974.
En effet, donc ce panel se concentre sur les aspects culturels de l'année 74 et il y aurait comme une forme d'évidence à considérer les transformations de la sexualité comme des transformations d'ordre culturel. Mais même si on prend les changements législatifs de 74, on pourrait avoir tendance à les lire comme le reflet ou la conséquence de transformations culturelles. Or, il me semble que la révolution sexuelle a bien d'autres dimensions, et notamment une dimension vraiment très proprement politique. Et c'est sur ça que j'aimerais aussi beaucoup insister, notamment parce qu'il me semble que dans cette séquence, c'est là où se joue véritablement une politisation de la sexualité autour de 74. Et bien évidemment, ça a un sens culturel, mais ça a aussi un sens véritablement politique. Ça fonctionne. J'arrive pas à passer. Ok. Ouais, c'est bon, ça marche. Et juste avant de commencer véritablement, j'avais intégré un certain nombre de vidéos de Lina et je crois qu'on va pas pouvoir les lire, donc j'essaierai de résumer un petit peu. Donc, si on se concentre sur les changements législatifs, 1974 est une année de changements majeurs. Et cela peut bien évidemment donc nous amener à voir 74 comme une année charnière dans les transformations de la sexualité des Français et des Françaises, et notamment du point de vue de l'accès à la contraception et à l'IVG. Donc, comme on l'a déjà vu, bien sûr, 1974, c'est l'année du vote de la loi Veil en décembre, qui dépénalise l'IVG et qui est donc portée par la ministre de la Santé, Simone Veil, et qui donc applique... en partie, est le reflet des débats pendant les campagnes présidentielles. Donc la loi, elle est toutefois promulguée après 74, et mise en application en 75, et surtout, il faut attendre 1982 pour que l'interruption volontaire de grossesse soit remboursée par la sécurité sociale. Donc c'est une étape importante, mais encore très incomplète en 74. 74-75. Du point de vue de l'accès à la contraception, 1974, c'est aussi une année véritablement charnière. Et d'ailleurs, l'historienne Bibia Pavard, elle considère qu'il y a deux changements législatifs qui sont vraiment majeurs en 74 et peut-être très oubliés par rapport au vote de la loi Neuwirth de 1967. Mais en fait, c'est un véritable tournant puisque la loi du 4 décembre 74 autorise les centres de planification ou d'éducation familiale à délivrer gratuitement et anonymement des contraceptifs aux mineurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici puisque la loi de 67 prévoit une autorisation parentale nécessaire. Et cette loi du 4 décembre 1974 instaure aussi le remboursement de certaines pilules pour toutes les femmes, ce qui n'était pas non plus le cas. Donc voilà, deux mesures importantes concernant la contraception en 74. 74, c'est aussi une année importante pour les droits des homosexuels, puisque c'est l'année où la majorité sexuelle est abaissée à 18 ans pour les homosexuels. Donc ça se passe en même temps dans la même loi que la loi qui abaisse la majorité civile à 18 ans, qui était donc, comme on l'a mentionné, une promesse de campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Mais donc ça a pour conséquence de diminuer. Donc elle était l'âge de consentement pour les rapports homosexuels était à 21 ans contre 15 ans pour les rapports hétérosexuels, et donc il est ramené à 18 ans à ce moment-là. Et donc cette loi, elle modifie la loi qui avait été prise sous Vichy en 42, qui avait posé à 21 ans l'âge de consentement des rapports homosexuels. Et à l'époque, les rapports hétérosexuels, l'âge de consentement était de 13 ans. Et donc c'est une mesure importante parce que en tant que telle, l'homosexualité masculine n'était pas plus pénalisée depuis la Révolution française, mais il y a deux mesures qui créaient des discriminations légales pour les homosexuels. L'outrage à la pudeur dont l'homosexualité relevait depuis 1960, comme il a été mentionné. Et une différence d'âge de consentement pour les relations hétérosexuelles et homosexuelles. Donc c'était l'une des dispositions législatives principales qui réprimait l'homosexualité. Donc bien sûr, on arrive à ce moment-là à une situation où il y a toujours une différence d'âge
pour les relations homosexuelles et hétérosexuelles. Et donc, après 1974, de nombreuses voix continuent à réclamer une loi identique pour homosexuels et hétérosexuels, mais parfois, et vous le savez sans doute, dans le cadre d'une réflexion sur la sexualité des enfants qui a donné lieu à des désormais célèbres tribunes et pétitions dans la deuxième partie des années 70, qui ont même parfois poussé pour l'abrogation complète de l'idée de majorité sexuelle. En tout cas, pour que l'âge de consentement soit aligné pour hétérosexuels et homosexuels, il faut attendre jusqu'à 1981 et la présidence de Mitterrand. Et à ce moment-là, les deux finissent par être alignés à l'âge de 15 ans. Enfin, et c'était là l'objet d'une vidéo, mais qu'on ne pourra pas regarder, mais 1974, c'est aussi un moment important, bon, pas véritablement législatif, mais c'est une étape importante dans la mise en place de l'éducation sexuelle en milieu scolaire en France, puisque la circulaire qu'on appelle la circulaire Fontanet est prise en juillet 1973, elle est introduite à ce moment-là, et elle prévoit une information sexuelle obligatoire en milieu scolaire, et une éducation sexuelle facultative. Donc, information sexuelle, on parle plutôt d'informations anatomiques, biologiques, etc. Donc ça devient obligatoire en classe de 5e, 6e. Et l'éducation sexuelle, qui est plus une éducation à la vie affective, elle reste facultative. Mais en tout cas, donc cette circulaire, elle est prise en 73, mais c'est à la rentrée de janvier 74 qu'elle est mise en place véritablement. Et donc, j'avais mis là, c'était l'extrait d'un journal télévisé qui parlait donc de cette introduction. Et j'avais également une autre vidéo où on voyait, il y avait un reportage de 40 minutes dans une séance dans un collège en banlieue parisienne, et on voyait bien à quel point c'était véritablement une forme d'éducation sexuelle proprement anatomique et voilà, principalement enseignée par les enseignants de biologie notamment. On voyait aussi dans cette vidéo que le focus restait extrêmement hétérosexuel, donc c'était véritablement la biologie de la reproduction plus qu'autre chose. Voilà. Mais il y avait également, ça c'était très intéressant, des discussions sur l'avortement. Donc à un moment où l'avortement n'est pas encore légal, des discussions sur est-ce que vous pensez que l'avortement devrait devenir légal, etc. Donc c'était des discussions qui commençaient à entrer à ce moment-là dans les écoles. Donc, ces changements législatifs font de 1974 une année cruciale pour la révolution sexuelle. Et on pourrait aussi mentionner, notamment en insistant vraiment sur le côté de tournant culturel, sur évidemment quelque chose qui est un peu un symbole de l'année 74, la sortie du film Emmanuel, donc film érotique français qui reçoit un succès international. Ce qui est intéressant, c'est que ce film dépeint l'exploration sexuelle d'une jeune femme. Il n'y a pas de scène complètement explicite, mais il y a quand même beaucoup de scènes de masturbation féminine, de sexualité entre femmes, etc. Et ça devient un gros succès du box-office. Et donc on voit à travers ça à la fois une réception assez enthousiaste qui témoigne d'un changement des mentalités, mais aussi en fait, ce qui est assez intéressant, c'est le fait qu'il n'ait pas été censuré et qu'il ait pu sortir sans être censuré à ce moment-là, avec seulement quelques petites coupures mineures et en étant bien sûr interdit aux moins de 18 ans. Mais donc cette sortie se passe dans un contexte où le nouveau secrétaire d'État à la culture, Michel Guy, se positionne contre la censure et où Valéry Giscard d'Estaing avait fait de l'abolition de la censure une promesse de campagne. Donc la sortie d'Emmanuel en 1974, c'est un peu le symbole de ce relâchement de la censure. Voilà. Malgré donc l'importance de ces changements, notamment législatifs, il me semble néanmoins vraiment important d'élargir la focale pour mieux comprendre la place de 1974 dans les transformations de la sexualité en France. D'abord en élargissant la focale chronologique. Donc, comme je l'ai évoqué en introduction, la chronologie de la révolution sexuelle, elle fait débat parmi les historiens et les historiennes. Et d'aucuns ont davantage pensé les transformations de la sexualité comme des transformations très longues, qui ne s'opèrent pas au rythme de simples changements législatifs ou qui ne rentrent pas dans le récit d'une rapide révolution sexuelle. Donc, on a par exemple Anne-Marie Zone qui a parlé d'une longue et lente libéralisation des mœurs depuis le 19e siècle. Et on a aussi Régis Révenant, dont j'ai mis ici la couverture d'un des livres, qui a montré dans un livre sur l'histoire de la sexualité des pensionnaires d'un établissement d'éducation surveillée
dans l'après-guerre, que les pratiques et les attitudes sexuelles des jeunes qui étaient dans ces établissements étaient bien plus variées avant la fin des années 60 que le récit du grand tournant de la révolution sexuelle ne le sous-entend. Et d'ailleurs, cette même critique d'une courte révolution sexuelle se retrouve dans bien d'autres contextes hors de la France, notamment pour les États-Unis, où des chercheurs et des chercheuses qui s'appuient notamment sur les résultats du rapport Kinsey et le fait même que le rapport Kinsey ait été mené et publié. Donc, il a été publié il y a 2 volumes, un pour la sexualité masculine, un pour la sexualité féminine, donc en 47 et 53. Et donc, cette grande étude un peu sociologique sur la sexualité des Américains montre des pratiques très variées dès les années 40, et des historiens et historiennes se sont saisis de ce genre de sources pour affirmer que des transformations très importantes étaient déjà opérées avant les années 60. Donc décentrer cette courte révolution sexuelle de la fin des années 60. Et donc ce décentrement des années 70 serait ici justifié par un décentrement du focus sur les réformes politiques législatives. On peut considérer qu'une attention aux pratiques sociales, à la sexualité vécue, donne à voir des transformations plus progressives mais aussi plus nuancées, notamment avec des phénomènes d'injonction à la sexualité ou même d'injonction contradictoire pour les femmes autour de l'idéal de la liberté sexuelle, comme l'a montré Lucille Rouleau. Et donc on peut s'interroger sur les différentes dimensions de ce qu'on appelle cette révolution sexuelle. Et cette question, la question de la nature de la révolution sexuelle, c'est donc une autre des grandes questions qui est débattue par les chercheurs et les chercheuses, puisqu'on peut envisager la révolution sexuelle comme une révolution technique en partie, avec l'invention de dispositifs comme la pilule, comme un changement culturel avec des transformations des représentations. On a vu pas mal de films, etc. Dans le PowerPoint précédent. Un changement social avec des transformations des pratiques sexuelles et romantiques, donc une baisse du nombre de mariages, la sexualité hors de la conjugalité qui devient de plus en plus commun, ou encore un changement politique avec une véritable politisation de l'intime dans les milieux militants. Et c'est sur ça que je voudrais un peu maintenant me concentrer. Parce que si on prend une définition un peu plus large du politique que la politique institutionnelle, on voit que ce qui se joue véritablement dans les milieux militants et dans les mouvements sociaux sur les questions relatives à la sexualité est finalement peut-être plus important pour comprendre les transformations politiques, sociales et culturelles de la révolution sexuelle. Les mouvements qui ont émergé au ras du sol, souvent même hors des partis politiques en vérité, puisque comme on le verra, il y a eu beaucoup comme on l'a déjà vu et comme on le verra, il y a beaucoup de réticence des partis politiques à se saisir de ces questions dans les années 50-60 et même 70. Et donc, dans ces groupes militants plus ou moins informels, c'est là que s'est constituée une véritable et progressive politisation de la sexualité. Et moi, c'est ce que j'ai exploré dans mon travail depuis au moins à la fin des années 40. Et donc, on peut notamment évoquer la progressive constitution de réseaux militants et intellectuels constitués d'individus qui, à cette époque-là, poussaient pour intégrer les enjeux liés à la sexualité aux discussions politiques de l'extrême gauche, et notamment intégrer les questions de sexualité dans les théories marxistes, trotskistes, anarchistes, etc. Tout ça était dans un contexte où le PCF et l'URSS considéraient globalement les enjeux liés à la sexualité comme des enjeux bourgeois, avec l'URSS qui avait abandonné toutes ces politiques liées à la sexualité depuis les années 30. Et donc, dans un contexte des années 50 où des intellectuels français cherchent à questionner cette orthodoxie communiste, défendre l'idée de révolution sexuelle, ça devient un moyen de se positionner comme des marxistes hétérodoxes qui voilà, cherchent à envisager la révolution au-delà des enjeux notamment économiques et politiques, et aussi donc en y intégrant des enjeux liés à l'intimité. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur la constitution de ces réseaux et la manière dont ces idées ont progressivement circulé dans des milieux militants, puis vers le milieu étudiant à partir du milieu des années 60.
Et donc, dans ces milieux-là, émerge progressivement l'idée que le privé est politique, que les enjeux liés à la répression sexuelle des travailleurs, des jeunes, des femmes, des homosexuels sont des enjeux primordiaux pour les milieux d'extrême gauche. Et donc, c'est véritablement des analyses structurelles de l'intime et politiques de l'intime qui émergent à ce moment-là. Et qui émergent jusqu'à ce qu'elles circulent vers les mouvements étudiants, comme je l'ai évoqué, et notamment autour de mai 68, des grèves dans les résidences universitaires. Je ne veux pas être trop longue sur tout ça. Il y a une véritable question historiographique sur la place de la sexualité et notamment la place des femmes dans les revendications pour la sexualité autour de 68. On a beaucoup souligné leur relative marginalisation. Elles étaient quand même aussi très présentes, notamment dans les grèves dans les résidences universitaires. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'elles avaient déjà une forme de pouvoir politique à ce moment-là. Et donc tout ça mène ensuite, donc comme on l'a déjà évoqué, je ne vais pas être trop longue sur les questions de féminisme et de mouvement homosexuel parce qu'on en a déjà un petit peu parlé. Ah, mais j'ai pas. Bon, ça c'était des photos de certains des intellectuels depuis les années 50, donc Daniel Guérin et Françoise Daubonne notamment. Et donc voilà, concernant le féminisme, donc les mouvements féministes, comme on l'a vu, émergent dès le début des années 70, véritablement sous la forme du MLF. 74, c'est quand même la date de l'organisation de la grève des femmes par le MLF, qui est donc une grève des tâches domestiques, notamment, en partie du service sexuel, mais toutes les femmes sont un peu invitées à se l'approprier d'une manière libre. Mais on voit que, comme on l'a vu, c'est plus un processus qui touche aux années 70 plus généralement qu'à l'année 74. Et pour les mouvements de libération homosexuelle, en effet, 1974, c'est quand même la date de la création des groupes de libération homosexuelle qui vont se créer un peu dans toutes les villes de France pour défendre les droits des homosexuels, mais c'est pareil que pour le mouvement féministe, c'est plutôt depuis 1971, avec la création du phare, que ces mouvements-là sont en marche. Voilà, donc juste pour conclure, il me semble important de donner toute leur importance à ces groupes et à ces réseaux militants lorsqu'on parle de révolution sexuelle et pas simplement se concentrer sur les avancées législatives, parce que c'est cette politique non institutionnelle qui a poussé les changements institutionnels et législatifs. 1974 et ses avancées légales constituent peut-être plus la traduction institutionnelle de certaines des aspirations portées depuis plus longtemps au ras du sol. Et d'ailleurs, leur revendication allait bien plus loin que ces changements législatifs et contenait bien souvent une critique très acerbe de ces solutions institutionnelles ou légales, en préférant des analyses matérialistes plus générales de l'oppression sexuelle. Et d'ailleurs, l'expression même révolution sexuelle n'était pas seulement utilisée à cette époque pour décrire un moment de transformation, une espèce de processus historique, elle était aussi utilisée littéralement pour exprimer cette volonté de considérer la place de la sexualité dans la révolution. Et donc voir la révolution non pas seulement comme un processus qui transforme les processus socio-économiques. Donc au-delà des débats historiographiques sur la révolution sexuelle, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu, quelles ont été ses limites, etc. Si on s'intéresse à l'émergence du sens littéral de la révolution sexuelle, qui est donc une politisation de la sexualité, celle-ci se joue d'abord dans les mouvements militants avant de gagner la politique plus institutionnelle. Donc pour véritablement conclure, 1974 constitue un moment où d'importants changements se jouent, mais du point de vue des transformations de la sexualité, notamment du point de vue législatif. Mais ces changements se saisissent beaucoup mieux dans des dynamiques plus longues. Par ailleurs, si on a ici parlé de révolution sexuelle, de libération de la sexualité autour de 74, il semble important de questionner ce récit d'un progrès vers la liberté et l'autonomie sexuelle. Et comme l'ont montré de nombreuses recherches, en fait, ce qui se joue dans ces transformations de la sexualité, ce n'est pas simplement une libération, mais c'est bien plus complexe que ça, c'est une reconfiguration des normes, et notamment, on pourrait mentionner une médicalisation de la sexualité, une médicalisation du contrôle de la fécondité, mais aussi une exigence d'autonomie de soi et de responsabilité sexuelle qui émerge véritablement autour de cette période-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Votre exposé montre à la fois que 74 c'était
un observatoire tout à fait fécond, mais qu'en même temps, il faut travailler sur le temps long. Et puis, je crois aussi que vous avez fort bien montré que cette politisation, elle s'était faite par le bas et que les politiques réagissent avec plus ou moins de retard dans leurs réformes. Alors maintenant, on a un petit film, comme dirait Mathieu. Donc Pierre-Emmanuel Guigaud, qui, je le rappelle, est donc maître de conférence à l'Université de Créteil, a préparé quelque chose sur la libéralisation de l'information et plus particulièrement donc évoque l'éclatement de l'ORTF. Bonjour à toutes et tous et vraiment désolé de ne pouvoir être là parmi vous. Malheureusement, j'étais engagé de longue date dans un événement à l'étranger et je ne peux malheureusement pas me joindre à vous pour ce colloque tout à fait passionnant. Croyez bien que je le regrette. Et la Fondation Jaurès m'a permis de pouvoir enregistrer cette intervention. Je les remercie, ainsi que tous les organisateurs et toutes les organisatrices de leur invitation pour ce colloque CT 1974, où je vais donc parler de la dissolution de l'ORTF en 1974. Alors, l'éclatement de l'ORTF eh bien, va intervenir en 1974 alors que cette institution de la télévision et de la radio française est alors en crise. Ça fait déjà des années eh bien, qu'elle est remise en cause, critiquée et menacée. L'ORTF est né en 1964 après la suite de la RTF et d'emblée en fait l'ORTF a été critiquée puisque contrairement à ce qui avait été annoncé en 1964, elle n'a pas totalement rompu les liens avec le pouvoir politique et elle a été accusée à plusieurs reprises, en particulier en mai-juin 1968, eh bien, de continuer à servir le pouvoir et de ne pas être totalement autonome. La couverture médiatique donnée aux événements de mai 68 est très parcellaire et partiale à la télévision et à la radio publique. Ça va faire partie des critiques qui vont amener justement eh bien, une grande grève en mai-juin 1968, grèves eh bien, qui font l'objet d'une répression et d'une reprise en main par le ministre de l'Information, Yves Guéna, qui eh bien, va licencier une cinquantaine des journalistes qui ont participé à cette grève. Finalement, cette grève n'aboutit à aucun changement majeur, malgré qu'elle fut très suivie et très importante et qu'elle s'est traduite pendant eh bien, des semaines à un blocage de la télévision, plus d'émissions pendant plusieurs semaines. Malgré ça, eh bien, un an plus tard, le pouvoir a en partie changé. Jacques Chaban-Delmas inscrit dans son projet de nouvelle société eh bien, une évolution de l'ORTF. Celle-ci acquiert un petit peu plus d'autonomie. Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais malgré ça, eh bien, cette remise en cause, ces critiques à l'égard de l'ORTF, de sa relation avec le pouvoir public, sont loin d'avoir disparu. Ça, c'est la facette crise, on va dire, politique qu'incarne l'ORTF. Mais il y a aussi eh bien, une crise qui est liée à la gestion de cette organisation, qui est énorme, avec 16 000 employés, un budget colossal de 2 400 millions de francs et une production extrêmement conséquente, 26 000 heures de radio et 67 000 heures de télévision par an. Les crises vont donc se multiplier et au début des années 70, eh bien, l'ORTF subit aussi une crise économique, son budget est déficitaire et il y a également de nombreuses grèves qui vont s'étaler au début des années 70. Tout ça en fait un enjeu de la campagne présidentielle de 1974. Tous les candidats annoncent des réformes pour l'ORTF, restant d'ailleurs souvent assez flous sur le contenu de celle-ci, à part peut-être à gauche, et c'est donc cette ORTF critiquée de toutes parts qui va être l'objet d'une réforme qui suit immédiatement l'élection présidentielle. Nos travaux s'appuient sur plusieurs éléments, déjà les mémoires des différents acteurs de cette époque, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, qui sont déjà publiés depuis de nombreuses années. On a aussi désormais des sources qui sont accessibles, que ce soit les archives de l'ORTF, qui se retrouvent désormais aux archives nationales, les archives des différents ministères en charge, et puis il y a cet important travail de Sophie Bachmann, écrit à la fin des années 80 et publié dans les années 1990, qui portait justement sur l'éclatement de l'ORTF. Depuis, de nouvelles sources sont parues, de nouvelles archives notamment sont désormais accessibles, ce qui nous permet eh bien, de prolonger la réflexion qu'elle avait portée à cette époque. Nous nous demanderons donc si cette dissolution de l'ORTF en 1974
est une libéralisation totale de l'audiovisuel français et en particulier de la télévision, ou est-ce que c'est plus une étape dans un processus de plus longue durée? Nous verrons tout d'abord que l'ORTF est donc une institution remise en cause depuis plusieurs années et objet de critiques. En effet, après la crise de mai-juin 1968 et la grande grève qui a suivi, eh bien, il y a eu donc les réformes portées par Jacques Chaban-Delmas dans le cadre de la nouvelle société. Jacques Chaban-Delmas a ainsi séparé les directions de chaînes et, pour montrer la libéralisation qui était accordée à l'ORTF, a nommé à la tête de la première chaîne, qui était à l'époque la plus importante, Pierre Desgroppes, qui avait fait partie de ceux qui avaient remué l'ORTF dans les années qui avaient précédé 1968. Il faisait partie des gens qui étaient plus critiques à l'égard de ce qui se faisait. Donc c'était perçu comme quelque chose d'assez libéral et d'ailleurs pas forcément recueillant les faveurs du président de la République, Georges Pompidou. Le ministère de l'Information, qui était tellement décrié dans les années 1960, j'ai parlé tout à l'heure du rôle d'Yves Guéna dans la répression de la grève de mai-juin 1968, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un colloque et d'une contribution dans un ouvrage dirigé par Bernard Lachaise, paru l'année dernière. Eh bien, ce ministère de l'Information est justement supprimé en 1969. On a aussi plus de place pour l'opposition durant ces années 69-70, avec en particulier l'apparition d'une émission de débat très importante pour l'époque, à armes égales, qui va permettre justement aux grands leaders de l'information de faire leurs armes, sans mauvais jeu de mots, dans ces émissions de télévision. Ça sera le cas en particulier de François Mitterrand, de Georges Marchais aussi, qui va faire ses premières grandes sorties médiatiques dans cette émission. Ce processus de libéralisation, il va finalement se révéler temporaire, puisqu'en 1972, Jacques Chaban-Delmas quitte Matignon, et on a là une reprise en main assez nette de l'ORTF, qui se traduit en particulier par la nomination de Philippe Malo comme ministre de l'Information, qui lui a une vision d'une ORTF beaucoup plus proche du pouvoir politique, et également ça se traduit par un discours de Georges Pompidou, resté très célèbre, dans lequel il dit que être journaliste à l'ORTF, ce n'est pas être journaliste dans n'importe quel média, c'est être en quelque sorte la voix de la France. Et cette formule est restée et marque bien cette idée justement d'une ORTF comme parole officielle et ayant des liens très proches avec le gouvernement. Parmi les éléments qui contribuent à la crise de l'ORTF au début des années 70, j'ai évoqué tout à l'heure la multiplication des grèves qui vont contribuer à ébranler et à remettre en cause l'institution. Il y a eu la grève de 68, mai-juin 68. Il y a de très grandes grèves en novembre 1973 qui sont très suivies et portées par l'intersyndicale. Et puis, il y a également, en juillet 1974, donc juste après la présidentielle, une grève des techniciens qui va avoir l'effet inverse de celui porté par les grévistes, c'est-à-dire qu'elle va contribuer à affaiblir l'institution et servir de prétexte à Jacques Chirac pour justifier justement la dissolution de l'ORTF. L'ORTF est donc affaibli par cette multiplication des grèves et apparaît de plus en plus, c'est particulièrement vrai dans les sondages de l'époque et dans le discours de la droite, comme étant ingérable et donc étant l'objet d'une réforme absolument nécessaire. On verra que parmi les justifications de la réforme, il y a cette idée justement d'en finir avec le pouvoir syndical. Alors, l'ORTF a été un sujet de débat pendant la campagne présidentielle et tous les candidats, que ce soit Jacques Chaban-Delmas, Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, ont une ligne dans leur programme consacrée à cette question de l'audiovisuel, avec des positions qui sont d'ailleurs finalement qui ne présentent pas des contrastes absolument énormes. Aucun des candidats ne cite véritablement l'idée d'une dissolution. L'idée est plutôt de réformer, d'accroître la décentralisation, et dans le programme de François Mitterrand, qui est peut-être le plus poussé sur cet aspect-là, de donner plus d'autonomie, une véritable liberté et autonomie des journalistes de l'ORTF à l'égard du pouvoir politique. Valéry Giscard d'Estaing s'est déjà forgé une idée sur l'ORTF, elle est plutôt négative, puisque, ayant été ministre des Finances, il a vu le déficit de l'ORTF se creuser, et c'est plutôt cette image d'une institution ingérable qu'il s'est forgée au fil du temps. Mais dans son programme, il ne dit pas grand-chose finalement de ce qu'il va en faire par la suite.
Certains de ses soutiens défendent d'ailleurs une privatisation au moins d'une des chaînes. On va voir donc dans un deuxième temps que la réforme qui va être adoptée durant cet été 1974 et qui amène à la dissolution de l'ORTF est une réforme libérale. Libérale, pas simplement dans un sens économique, mais aussi dans un sens politique. Il y a une véritable volonté de libéralisation de l'audiovisuel français, un peu à contre-courant de l'image qu'on a gardée de la télévision des années 70, qui serait à la botte du pouvoir politique. En réalité, c'est évidemment plus complexe que cela. En effet, le but principal, revendiqué par le président nouvellement élu, c'est d'en finir avec la centralisation et le contrôle qui avait marqué l'ORTF à l'époque gaulliste. Il a vraiment la volonté de rompre avec une institution qui est vraiment liée à la période du général de Gaulle au pouvoir. Le but est donc de la décentraliser de l'intérieur en supprimant l'ORTF comme institution centrale et en la séparant en 7 nouvelles entités qui vont être les différentes chaînes de télévision, les 3 chaînes de télévision, les chaînes de radio, et puis également des organismes comme les sociétés de production et l'Institut national de l'audiovisuel qui a pour mission de recueillir les archives de cet audiovisuel. Il y a donc une volonté de donner plus de marge de manœuvre et d'accroître la concurrence entre ces différentes institutions, notamment entre les chaînes. Le but est clairement, et c'est là où c'est libéral, de créer de l'émulation de la concurrence entre les 3 chaînes de télévision et également entre les chaînes de radio. C'est clairement un des objectifs. Je disais aussi qu'il y avait une volonté de libéralisation à l'égard du pouvoir politique. Ça se retrouve d'emblée dans une lettre qu'écrit Valéry Giscard d'Estaing au directeur des différentes chaînes en leur expliquant la liberté qu'il leur est confiée. La liberté qui vous est confiée est pleine et entière, aucune tutelle particulière, aucune intervention extérieure ne doit la limiter ni l'altérer. Les pouvoirs publics n'entendent pas gérer par votre intermédiaire, ils vous en délèguent entièrement le rôle jusqu'à expiration de votre mandat. C'est pourquoi ils doivent établir leur rapport avec votre société comme ils le font avec d'autres grands moyens de presse et d'information. L'idée, en tout cas dans cette lettre, c'est véritablement une libéralisation la plus grande possible et une marge de manœuvre totale pour les différents directeurs de chaînes. On verra que ça ne va pas forcément se passer exactement comme ça par la suite, mais c'est en tout cas l'idée principale au départ. Je vous ai dit tout à l'heure que les grèves avaient été un élément très important dans la justification de cette dissolution de l'ORTF, puisque c'est plus facile en fait de négocier et d'empêcher des grèves lorsque vous avez des syndicats éparpillés dans 7 entités différentes que lorsque vous avez un organisme central avec une intersyndicale très puissante et qui a beaucoup pesé des grèves de mai-juin 68 jusqu'à celles de novembre ou juillet 1974. Donc là, en cassant l'entité centrale, on va avoir des négociations avec les syndicats qui seront plus simples et aussi des syndicats moins turbulents par la suite. C'est clairement un des objectifs, notamment exprimés par le Premier ministre Jacques Chirac. Et puis il va y avoir dans cette réforme un impact assez important sur les programmes. Je vous parlais de la concurrence qui va désormais jouer. Ça va être une des grandes nouveautés de l'après 74, c'est que les chaînes vont devenir entre elles concurrentes. Elles ne sont plus complémentaires comme c'était le cas avant, elles n'ont plus une direction commune qui essaye d'organiser les programmes au mieux entre les différentes entités, mais elles vont chacune essayer de gagner de l'audience à un moment où on commence à peaufiner de plus en plus les enquêtes d'audience, où la publicité va prendre aussi de plus en plus de place, et cela va les amener à essayer d'être plus innovantes et à choisir les programmes qui distraient le plus le public et ainsi recueillent le plus d'audience. Ça sera en particulier le cas des programmes de divertissement qui vont prendre de plus en plus d'importance à cette époque. Ça a été prouvé par une enquête faite par l'INA en 1980, et au détriment en fait de tous les programmes plus culturels. La grande mission éducative de la télévision va petit à petit passer au second plan. Ça s'accroîtra encore dans les années 80 avec l'arrivée des chaînes privées, qui elles n'ont qu'un seul but, c'est d'avoir le maximum d'audience. Mais le fait est que cette mission de service public va déjà perdre un petit peu de son ampleur à ce moment-là. Toutefois,
Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, n'a pas fait la privatisation que certains attendaient dans son entourage, puisque le monopole de l'État sur l'audiovisuel est maintenu. On a toujours un monopole public sur l'audiovisuel, à l'exception des 3 chaînes périphériques de radio qui sont autorisées, RMC, Europe 1 et RTL. Et ça va quand même éviter eh bien, un processus qu'a connu l'Italie en 1976, c'est la dérégulation sauvage. En 1976, eh bien, le monopole public de la RAI sur la télévision et radio italienne est jugé illégal, et à partir de ce moment-là, eh bien, il va y avoir une libéralisation et une multitude de chaînes de télévision et de radio qui vont être créées un petit peu partout, et ce chaos à l'italienne de la fin des années 70 préparera le terrain eh bien, au potentat que va construire au début des années 80 un certain Silvio Berlusconi, et qui l'utilisera à des fins politiques. Dans un troisième temps, eh bien, on va voir que cette réforme, malgré son ampleur et son importance, est étonnamment discrète. Alors pourquoi ? Eh bien d'abord parce que c'est une réforme qui va surprendre tout le monde. Encore une fois, elle n'avait pas été annoncée pendant la campagne présidentielle, et elle va être passée en plus pendant l'été, de manière extrêmement rapide, justement craignant potentiellement que l'opposition s'en saisisse, que l'opinion s'en saisisse. Le gouvernement veut aller très vite, aller voter dans un véritable marathon, qui va permettre néanmoins des alliances parfois étonnantes pour certains amendements, notamment l'amendement qui va créer l'Institut national de l'audiovisuel, est un amendement qui a été voté et porté par eh bien, des députés de l'UDR, du parti gaulliste, et alliés avec des députés du parti socialiste. Ça peut paraître incongru, mais il y a là un décalage de vue entre eh bien, les gaullistes et certains membres du gouvernement, notamment le président de la République. C'est toutefois une réforme qui va créer beaucoup de frustration en interne. Elle est très mal vécue par une partie du personnel qui voit ainsi s'aborder eh bien, leur institution dans laquelle ils ont beaucoup investi de temps. Et également, elle produit quand même des licenciements très importants. Il y a 3000 eh bien, personnes de l'ORTF qui ne sont pas reconduites dans les 7 nouvelles institutions. Donc ça permet aussi de faire des économies de vaste ampleur, à une époque où la crise est en train de s'installer en France. Du côté de l'opinion, eh bien, la réforme intéresse moyennement. 70% des Français sont au courant de la réforme et la valident plutôt. Il faut dire que, encore une fois, l'ORTF a plutôt mauvaise presse à cette époque. Les Français ont plutôt mal vécu les périodes de grève. Et d'ailleurs, des sondages précédents montraient qu'ils n'étaient pas contre une privatisation qui avait été envisagée à plusieurs reprises au début des années 1970 et qui, comme vous le savez, interviendra dans les années 1980. Quant à l'opposition, eh bien, elle est assez divisée sur la question. Elle est plutôt surprise par la position qui a été adoptée. Elle s'attendait, elle aussi, plutôt à une privatisation, et donc elle se satisfait plutôt qu'on passe pas à la privatisation. Alors elle va s'opposer quand même à la réforme, puisqu'elle considère qu'elle casse eh bien, ce qui était cette grande institution de monopole public, cette sorte de grande entreprise publique gérant l'audiovisuel, mais elle a beaucoup de mal en fait à défendre sa position, puisque le public ne comprend pas très bien en quoi eh bien, ce qui est adopté par le gouvernement serait choquant par rapport aux objectifs de la gauche d'une libéralisation des médias. C'est plutôt la suite qui va permettre à la gauche de se relancer, puisqu'on s'aperçoit que cette libéralisation n'est pas totale, que finalement la division en 7 unités permet au gouvernement eh bien, en réalité d'accroître son influence, puisqu'il n'a pas forcément un PDG de l'ORTF qui pourrait tenir tête au gouvernement, comme ça avait été le cas d'Arthur Comte en 1972-73, mais qu'en réalité il peut manœuvrer avec 7 directeurs qui sont toujours nommés d'ailleurs par l'État et ainsi révocables. Et donc la critique va s'accroître dans les années suivantes. En 1975, la gauche unie va créer un comité pour le respect des droits à l'information et va de plus en plus critiquer eh bien, le monopole et surtout le manque d'ouverture des médias audiovisuels à l'égard de l'opposition, ce qui est confirmé d'ailleurs par des études de l'époque qui montrent que le temps de parole est très nettement majoritaire pour la droite par rapport à celui accordé à la gauche durant ces années 70, même si c'est mieux que dans les années 1960. Pour conclure, eh bien, le gouvernement, finalement, n'a pas fait la BBC à la française qui avait été évoquée à la fin des années 60 et au début des années 70,
Et ce projet-là est d'ailleurs toujours dans les cartons aujourd'hui. Il a été évoqué encore récemment, l'idée de faire de l'audiovisuel public français, de France Télévisions, de France 24 et également de la radio française, eh bien une véritable BBC à la française. On opte pour la séparation en différentes entités concurrentes qui restent néanmoins publiques, évitant ainsi la dérive à l'italienne, mais qui ne permettent pas de constituer un grand pôle de service public de l'audiovisuel, permettant de résister, comme ce sera le cas pour la BBC dans les années 80, face à l'arrivée massive du secteur privé et de sa logique essentiellement commerciale dans les années 1980-90. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis au revoir. Bien, après ce clin d'œil de ce sommet de communication, nous pouvons passer aux questions. Donc, évidemment, Pierre Ebenwell, c'est comme tout à l'heure, ne peut pas, mais vous avez Blanche Plaquevent qui peut répondre à vos questions. Voilà. Maxime Launay. Merci beaucoup pour vos présentations respectives. Vous avez présenté les processus par lesquels les normes sexuelles évoluent et ont été poussées, encouragées par certains mouvements sociaux. Je me demandais, qu'est-ce qu'on peut dire sur la France conservatrice, celle qui, à l'inverse, s'est opposée à cela et a pu même se mobiliser contre ces évolutions et contre cette révolution sexuelle, avec tous les guillemets qu'il faut mettre. Moi, je suis vraiment pas une spécialiste de ça, et surtout pas du tout pour les années 70. Clairement, le pouvoir chrétien catholique est encore assez puissant contre ces choses-là. Après, moi, peut-être ce qui me vient en tête là, c'est ces espèces de réactions aussi à l'intérieur des partis de gauche, quoi. Que ce soit le PCF, notamment dans les années 60, très clairement, c'est encore une force, en tout cas partiellement conservatrice, contre ces mouvements sociaux. Et même... moi, j'ai été amenée dans ma thèse à étudier le cas du PCI, donc le Parti communiste internationaliste, qui en 67, il y a à la fois des membres du PCI qui poussent pour rééditer notamment l'œuvre de Wilhelm Reich qui concerne la répression sexuelle de la jeunesse, donc un communiste très hétérodoxe qui s'est fait exclure du Parti communiste autrichien dans les années 30. Et donc il y a des membres du PCI qui poussent pour ça, et puis ils se font finalement suspendre ou exclure au prétexte que ça serait pas des motifs légitimes pour recruter des membres du parti, et que c'est pas des sujets politiques dignes d'intérêt. Donc là on est en 67 au PCI. Donc c'est pas tout à fait peut-être la réponse que tu attendais, mais en tout cas moi ça me faisait penser à ça. Peut-être que tu as autre chose à ajouter. Alors, moi, ce que je pourrais ajouter grâce aux mémoires dont je parlais tout à l'heure de Quentin Sciarra, qui a travaillé sur la gauche face à la question homosexuelle, pour le coup. Arcadie avait déjà tenté en 1970 de consulter tous les partis politiques, les parlementaires, etc. Et en fait, ils ont reçu, parmi les personnalités notables, ils n'ont reçu que 2 réponses. Celle de Pierre Mendès France et de Françoise Giroud. Tous les autres se sont tus. Donc ils recommencent en mars 73, et là je vous l'avais dit, par contre ils ont pris langue au moins avec le Parti Socialiste. Donc là déjà il y a un progrès. Voilà pour la question homosexuelle. Pour ce qui est des femmes, vous avez sans doute lu l'article de Bibia Pavard sur Mignonne, allons voir sous la rose, et il me semble que ça démarre en 76 ou 77, et c'est un journal donc courant féministe au sein du Parti Socialiste, et qui est créé parce qu'ils considèrent que rien n'a été fait, que ça n'avance toujours pas, et que voilà. Donc pour les partis de gauche, en tout cas, il y a un retard, une force d'inertie, on va dire, en dépit des assises du socialisme qui a quand même apporté le courant rocardien au sein du Parti socialiste. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste du PC, donc je réponds juste par rapport à ce que j'ai appris en lisant le mémoire de Quentin Sciarra. Mais pour les socialistes, on le sait tous, c'est très long. Il fonctionne, oui. Juste pour compléter des petites remarques comme ça, je pense que c'est d'abord l'inertie
qui fonctionne. C'est compliqué d'entendre un discours construit contre cela. Et justement, ça, c'est une forme de faiblesse. Et c'est la preuve que la société évolue malgré tout de façon fondamentale. Lente, mais toujours dans le même sens. Il y a des résistances. Hein. Par exemple, vous savez, dans les années 70 ou 80, théoriquement, les moyens de contraception étaient libres, enfin, on pouvait les acheter, mais il n'y avait pas les distributeurs dans la rue. Hein. Ils étaient cachés au fond, il fallait demander aux pharmaciens qui faisaient exprès pour les trouver. Enfin bon, il y avait ce genre de pratique hein, qui était vraiment courante chez beaucoup de pharmaciens. Bon. Moi, j'étais au lycée, dans toute une série de lycées, alors que la mixité est décrétée par le gouvernement Guy Mollet en 1957. Bah, en 1973, je passe mon bac au lycée Henri IV, c'est toujours pas mixte. C'est-à-dire que la mixité n'arrive qu'en Hippocagne. Donc moi j'ai fait toute ma scolarité, du CP comment dire, je sais plus quand en 62, un truc comme ça, jusqu'au bac dans des établissements qui n'étaient pas mixtes, alors que la loi disait que ça devait être mixte. Hein, voilà. Et sur les droits, pour montrer que ça évolue, il y a une très bonne thèse qui a été, il ne l'a pas encore publiée, Michael, mais j'espère qu'il va le faire, c'est la thèse de Michael Studnicki sur homosexuel, homosexualité et droite nationaliste, hein, 19e, 20e, qu'il a faite sous la direction d'Olivier Dard, et qui est vraiment remarquable et qui montre que c'est vraiment très compliqué. Hein, à droite, il n'y a pas les gauches, les droites. Voilà. C'est une question en fait qui ne recoupe pas forcément le clivage droite-gauche. La preuve avec le PCF, hein, par exemple. Qui est d'une grande lenteur là-dessus. Et Arcadie n'est pas un mouvement de gauche. Hein. C'est clair et net. On va pas manger. Je ne sais pas si j'ose poser la question et me jeter pas de tomates, mais est-ce que vous seriez d'accord pour considérer que l'évolution sociétale du milieu des années 70 a aussi un coût et pour certains auteurs, coût qui se reporte des familles à la collectivité et que du coup un certain nombre de libéralisation ou d'évolution sociale, en fait, font peser sur la collectivité des choses qui jusque-là pesaient sur, sur les familles, sur le budget des familles. Je suis pas sûre que ce soit l'argument principal, mais je suis vraiment pas spécialiste de ces problèmes économiques. Je sais pas. Est-ce que l'argument économique pour justifier... Oui, ça vous paraît... Moi, je les ai pas croisés, ces peut-être, oui. J'avoue que j'ai pas croisé ce type d'argument-là pour avoir lu... Enfin, moi, je connais plus les partis de gauche, mais les arguments sont toujours liés à l'ordre familial, à la famille, à l'équilibre, etc. Enfin, le fameux discours de Jacques Duclos que je vous citais tout à l'heure, ça renvoie vraiment à contre-nature, dépravation. Les femmes françaises aiment les hommes français. Enfin, c'est la suite du discours de Duclos. Hein. Mais il n'y a pas de... j'ai pas le sentiment qui est l'argument... mais je ne suis pas spécialiste. Hein. Peut-être que d'autres dans la salle ont des idées. Une chose d'ailleurs, en fait, la mixité, elle était dans les aumôneries des lycées du quartier latin, comme collectif. La mixité, elle était là. C'est pas poste. Voilà. Généraliser la non-mixité, c'est dans les cas. Je t'assure qu'en province, il y a des garçons et des filles dans les collèges. Et c'est les nouveaux lycées. Non, mais c'est pour montrer que ça évolue lentement et avec des résistances, mais finalement, petit à petit, ça va dans un certain sens. Voilà, ça va dans le même sens. Les barrières sautent peu à peu, mais lentement. Et ceux qui s'y opposent ont du mal à s'y opposer frontalement. Sauf Jacques Duclos, mais comme il meurt en 1975, ça s'arrête. Et Jean Royer.
Merci d'abord pour les interventions qui étaient vraiment passionnantes. J'ai une question qui est peut-être un peu naïve, vous m'en excuserez si c'est le cas. Je me pose la question de savoir, est-ce que les mutations que vous décrivez procèdent d'une façon dont l'individualisme aurait été repensé, ou alors est-ce qu'à l'inverse, elles sont le symptôme d'un phénomène qui serait plus puissant qu'avant ou qui se réinventerait? Moi, cette question elle me fait penser au fait que je suis pas sûre que ça soit forcément lié à la question d'individualité, notamment dans le fait de politiser l'intime, politiser les sexualités. C'est justement une espèce de mouvement inverse. Souvent, on considère un peu la révolution sexuelle comme peut-être la naissance du régime de l'individualisme ou des choses comme ça, mais en fait, dans cette politisation et dans le fait de mettre ensemble et de mettre sur la place publique de discuter de la question de l'intimité sur la place publique, je pense qu'il y a le phénomène inverse qui se produit. Donc je dirais que, en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Après, peut-être il y a une forme de dépolitisation qui a lieu notamment au cours des années 70-80, deuxième partie des années 70-80, et qui fait qu'on aboutit à peut-être une révolution sexuelle qui renforce une forme d'individualité, mais je pense qu'à l'origine, c'est quand même vraiment des mouvements politiques, collectifs, et qui ont à cœur d'articuler les oppressions diverses d'une manière tout à fait structurelle, quoi, et souvent matérialiste. Moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, ça renvoie à cette idée qu'on ne peut plus lutter uniquement contre le système capitaliste, lequel a sécrété tout un tas d'autres formes d'oppression, et qu'il faut décliner les libérations. Voilà, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai aussi, hein, sans être spécialiste de la question. Bah voilà, c'est le prolongement du souffle 68. Hein, mais... Voilà, c'est exactement. Oui, c'est ça. C'est le centre de gravité s'est déplacé. Ouais, tout à fait. Moi, c'est juste une remarque et une question. La remarque, c'était sur ce que disait Régis sur l'argument économique. Moi, j'irais plutôt dans ton sens, mais pas sur la France, que je connais pas. Enfin, je sais pas s'il y a des travaux sur ça, mais sur les États-Unis, quand on est dans ce moment de crise de l'État-providence des années 80 avec Reagan, le néoconservatisme, ils coupent des programmes, mais c'est très modique, en fait, par rapport à la masse de l'État social américain. Mais c'est surtout pour des raisons morales, en fait. Des raisons morales et ethniques, en fait. Mais moins que des raisons économiques. Et la question, c'était pour Blanche, en fait, sur ces programmes-là dont vous avez parlé d'éducation sexuelle, je me demandais s'il y avait des études un peu systématiques de réception. Est-ce qu'on sait comment ça... À l'époque? Ouais, exactement. Ou même après, enfin, a posteriori, mais comment les premiers programmes, ils sont reçus par ceux à qui ils sont dispensés, quoi. Je pense pas qu'il y ait d'études systématiques de ça, en tout cas pas de ce que je sache, et notamment parce que la mise en place, elle n'est pas par un organisme externe qui viendrait, ou enfin, c'est un peu à l'initiative des profs, principalement dans les établissements scolaires. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer quelle éducation à la vie affective et sexuelle est faite. Donc je pense pas que dans les années 70, c'était le cas particulièrement. Après, il y a pas mal de petits, même disponibles sur l'INA, pas mal de reportages où il y a des réactions d'élèves, beaucoup de réactions d'élèves qui sont filmées et ils donnent leur avis sur la question. Ils sont assez enthousiastes. C'est assez surprenant dans un des reportage que j'avais mis dans la présentation. À la fin, on leur demande est-ce que vous préférez que ça soit fait à l'école ou par vos parents, cette éducation sexuelle, puisque c'est ça une des grandes questions, c'est en fait que ça soit fait en milieu scolaire et non pas dans le milieu familial. Et il y en a beaucoup qui, surprenamment, on s'attendrait à ce qu'ils disent en milieu scolaire parce qu'on n'a pas envie de parler de ça avec les parents, et ils sont plutôt pas de cet avis, à dire non, mais moi j'aimais bien quand c'était mes parents qui parlaient de ça, etc. Et en même temps, très ouvert à ce qu'il leur est dit. Et c'est aussi assez rigolo l'aise avec laquelle ils parlent de ces sujets en réempruntant immédiatement le vocabulaire qui leur a été appris, assez anatomique, etc. Voilà.